C'est une usurpatrice, a hurlé mon père au tribunal, exigeant tout ce que je possédais. Puis, mon avocate a remis au juge une lettre scellée du ministère des Armées. Le juge a lentement retiré ses lunettes et a dit « L'audience est levée, veuillez vous lever ». Le visage de mon père a pâli. Attendez. Quoi? La première fois que mon père m'a traité d'escroc, il se tenait dans une salle d'audience bondée d'inconnus. Sa voix a déchiré le silence avec une telle force que même la greffière s'est arrêtée de taper. « Cette femme n'est pas ma fille », a-t-il crié en me pointant directement du doigt. C'est une menteuse, une voleuse, une usurpatrice qui porte un uniforme qu'elle n'a jamais mérité. Je me souviens de l'odeur de la vieille cire à bois et du café brûlé du tribunal. De la morsure piquante de l'air hivernal encore prisonnier de mon manteau, du poids de tous ces regards tournés vers moi au même instant. Puis, mon avocate a fait glisser une enveloppe scellée sur la table. Sceau bleu foncé, insigne du ministère des Armées. Le juge l'a ouverte lentement. Il a lu une ligne, puis une autre. Et soudain, l'atmosphère de la pièce a changé du tout au tout. Il a retiré ses lunettes avec précaution et a dit d'une voix si calme qu'elle en devenait terrifiante, que tout le monde se lève, immédiatement. Le visage de mon père a perdu toutes ses couleurs et, pour la première fois de ma vie, je l'ai vu avoir peur de moi. Je suis né dans une ville où les hommes comme mon père étaient traités comme des monuments. Saint-Cénery, en Normandie, n'était pas assez grande pour que les secrets restent enfouis, mais elle l'était assez pour que la fierté y vive éternellement. Mon père, Thomas Beaumont, avait passé 23 ans comme gendarme avant de prendre sa retraite avec un genou en miettes et une personnalité assez tranchante pour couper l'acier. Les gens le respectaient parce qu'il parlait comme un homme qui avait survécu à quelque chose d'important. C'était peut-être le cas, mais quand je suis né, la moindre once de douceur qu'il possédait autrefois s'était déjà évaporée, surtout envers les femmes. Les filles ont besoin de stabilité, disait-il en regardant mon frère aîné, Julien, jouer au ballon dans le jardin. Les hommes ont besoin d'un but. J'avais 8 ans la première fois que j'ai compris que je ne serais jamais assez bien pour lui. Julien a encastré la voiture de papa dans une boîte aux lettres quand il avait 16 ans. Papa en a ri pendant des années. J'ai eu un 16/20 en chimie une fois. Papa ne m'a pas adressé la parole pendant 3 jours. Ma mère, Éléonore, essayait d'équilibrer la maison comme on maintient du verre brisé avec des doigts tremblants. Elle était chaleureuse là où il était froid, douce là où il était rigide. Elle avait l'habitude de se glisser dans ma chambre tard le soir et de repousser mes cheveux derrière mon oreille pendant que je faisais semblant de dormir. « Tu n'as pas besoin de devenir dur pour survivre avec lui », a-t-elle chuchoté une fois. Je n'avais pas compris ce qu'elle voulait dire à l'époque. Je le comprends maintenant. À 17 ans, j'avais déjà décidé que je quitterais Saint-Cénery, non pas pour l'université, ni pour le mariage, mais pour l'armée. Le jour où la lettre d'admission de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr est arrivée, mes mains tremblaient tellement que j'arrivais à peine à l'ouvrir. Ma mère a pleuré avant même que j'aie fini de lire. « Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré en se couvrant la bouche. Claire. Mais mon père a à peine levé les yeux de son assiette. « Tu abandonneras dans 6 mois. » La pièce est devenue silencieuse. Ma mère l'a dévisagé. « Thomas. » Non, l'a-t-il interrompu calmement en coupant son steak. Elle est têtue, pas forte. Il y a une différence. Je me souviens d'avoir été assise dans cette minuscule salle à manger dont le papier peint jaune se décollait près du plafond, essayant de ne pas lui montrer à quel point ces mots me blessaient. Dehors, la pluie d'été tapait doucement contre la vitre. Julien ricanait le nez dans sa purée, et curieusement, ça faisait encore plus mal. À Saint-Cyr, j'ai vite appris que la douleur pouvait devenir un moteur si on l'acceptait. J'ai appris à courir jusqu'à ce que mes poumons me brûlent à vif. À fonctionner avec 4 heures de sommeil. À continuer d'avancer alors que des hommes faisant 2 fois ma taille attendaient de me voir échouer. Certains d'entre eux voulaient me voir partir avant même que je n'ouvre la bouche. Mais il se passe une chose étrange quand on passe assez de temps à être sous-estimé. On arrête d'avoir peur des gens. Lors d'exercices d'entraînement en montagne, j'ai vu des hommes faits s'effondrer d'épuisement pendant que je continuais à grimper. Non pas parce que j'étais plus forte, mais parce que j'avais passé toute mon enfance à apprendre à survivre au froid émotionnel.
La douleur physique me semblait plus simple, plus nette. Lors de la remise des diplômes, ma mère a fait 9 heures de route juste pour me voir recevoir mes épaulettes d'officier. Mon père n'est jamais venu. Il a prétendu avoir mieux à faire. Des années plus tard, j'apprendrai qu'il avait passé ce week-end-là à boire avec des amis dans une cabane de pêche. Malgré tout, j'ai d'abord servi en Allemagne, puis au Mali, puis j'ai eu des affectations que personne dans ma famille ne comprenait vraiment parce que je n'avais pas le droit de les expliquer. J'ai raté des anniversaires, des fêtes, des enterrements, des relations qui auraient pu se transformer en mariage. Pendant ce temps, Julien passait d'un désastre à l'autre. Une entreprise en faillite, une conduite en état d'ivresse, des dettes de jeu. Chaque fois qu'il s'écrasait, mon père le rattrapait avant qu'il ne touche le sol. C'est mon fils. Papa disait toujours ça, comme si ces 3 mots expliquaient tout. Plus je vieillissais, plus mon père semblait m'en vouloir. Pas ouvertement au début, mais discrètement, comme un homme dérangé par quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Il détestait quand les gens me remerciaient pour mon service. Il détestait quand les voisins lui posaient des questions sur mes promotions. Une fois, lors du repas de Noël, un ami de la famille m'a félicité pour mon passage au grade de commandant. Mon père a ricané dans son whisky. L'armée, c'est différent aujourd'hui, a-t-il marmonné. C'est pour moitié de la politique. La table est restée de marbre. Ma mère avait l'air épuisée. C'est l'année où j'ai réalisé qu'elle avait passé la majeure partie de son mariage à s'excuser pour un homme qui ne s'était jamais excusé pour lui-même. Puis, elle est tombée malade. Un cancer du pancréas. Rapide, impitoyable, le genre qui vole les gens à petit feu pendant que tout le monde fait semblant que l'espoir existe encore. J'ai pris un congé et je suis restée au chevet de son lit d'hôpital pendant près de 6 semaines. La nuit, les machines bourdonnaient doucement dans l'obscurité tandis que la neige tombait derrière les fenêtres. Parfois elle dormait. Parfois elle me tenait la main sans parler. Mon père restait rarement plus de 20 minutes. Un soir, après qu'elle se soit endormie, il s'est tenu près de l'embrasure de la porte en me fixant. « Tu as toujours eu besoin d'attirer l'attention » a-t-il dit d'un ton neutre. Je l'ai regardée, incrédule. Elle est en train de mourir, et d'une façon ou d'une autre, tu trouves le moyen de tout ramener à toi. C'est la fois où j'ai été la plus proche de le frapper. Mais ma mère a ouvert les yeux avant que je ne puisse répondre. Elle avait l'air terrifiée. Pas de moi, mais de ce que nous étions devenus. Elle est morte 2 jours plus tard, ma main dans la sienne. À l'enterrement, les gens m'ont dit qu'elle était fière de moi, qu'elle parlait de moi constamment, qu'elle gardait des photos de moi en uniforme près de son lit. Mon père m'a à peine regardé de toute la journée. Après l'inhumation, alors que des parents éloignés portaient des plats dans la salle paroissiale, il s'est finalement approché de moi près des grilles du cimetière. Un vent glacial balayait l'herbe morte entre nous. « Tu as cessé d'être ma fille » a-t-il dit calmement, à l'instant où tu as choisi cet uniforme plutôt que cette famille. Je l'ai dévisagé pendant plusieurs secondes, certaine d'avoir mal entendu. Puis il s'est éloigné. Comme ça. 3 semaines plus tard, j'ai reçu la convocation au tribunal. J'étais dans ma cuisine à Paris, dans le quartier de Balard, quand je l'ai ouverte. La pluie battait contre les fenêtres pendant que mon café refroidissait près de l'évier. J'ai lu la première page une fois, puis 2, puis une 3e fois parce que mon cerveau refusait d'accepter ces mots. Thomas Beaumont m'attaquait en justice pour obtenir la maison de ma mère, ses économies et presque tous les biens qu'elle avait laissés derrière elle. Mais c'est la dernière phrase qui m'a creusé la poitrine. Plainte déposée pour contestation de paternité. Selon mon père, je n'étais pas sa fille du tout. Je n'ai pas dormi la nuit où j'ai reçu l'assignation. Je suis restée seule dans ma cuisine, les papiers étalés sur la table comme les pièces à conviction de la vie de quelqu'un d'autre, pendant que la pluie traçait des sillons argentés sur les vitres. Toutes les quelques minutes, je relisais la même phrase, espérant qu'elle se réarrangerait d'elle-même en quelque chose de moins cruel. Contestation de paternité. Mon père n'essayait pas seulement de s'emparer de l'héritage de ma mère. Il essayait de m'effacer complètement de la famille. Vers 3 heures du matin, j'ai fini par appeler Julien. Je ne sais pas pourquoi.
Peut-être qu'une part stupide de moi croyait encore que les liens du sang signifiaient quelque chose. Il a répondu à la 4e sonnerie, l'air irrité. Quoi? Tu étais au courant pour ça? Un silence, puis un soupir. Papa fait ce qu'il a à faire. J'ai agrippé le bord du plan de travail. Il prétend que maman l'a trompé. Ce mot m'a frappé plus fort que des cris ne l'auraient fait. Et alors, ai-je répété. Claire, s'il te plaît. Tout le monde sait que tu as toujours été sa préférée. Papa en a marre. Il mérite la maison. J'ai ri un coup, brièvement, n'en croyant pas mes oreilles. La maison que maman a payée. Tu n'étais jamais là. Il s'est soudainement emporté. Tu ne sais pas comment c'était après ton départ. Après mon départ. Comme si s'engager dans l'armée avait été un abandon au lieu d'une survie. Tu as flambé ton propre argent au jeu, ai-je dit doucement. Maintenant tu veux le sien aussi. Sa respiration a changé. Cela m'a tout dit. Tu te crois supérieur à nous parce que tu portes un uniforme, a-t-il marmonné. Non, ai-je répondu. Je pense que maman méritait mieux que ça. Il a raccroché. Je suis resté là à écouter la tonalité pendant plusieurs secondes avant de baisser lentement le téléphone. Dehors, le tonnerre grondait dans le ciel francilien, et pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré pour ma mère au lieu de simplement ressentir son manque. L'affaire s'est répandue dans Saint-Sénéry plus vite qu'un feu de forêt dans des herbes sèches. À la fin de la semaine, d'anciens voisins avaient déjà choisi leur camp. Certains appelaient discrètement pour m'offrir leur sympathie. D'autres m'évitaient totalement. Puis le journal local a publié l'histoire. Une officière décorée accusée de fraude familiale. J'ai fixé l'article pendant ma pause déjeuner à la cafétéria du ministère, incapable de finir mon repas. Autour de moi, les conversations se fondaient en un bruit dénué de sens. Les plateaux claquaient, les machines à café sifflaient. Quelque part tout près, une télévision diffusait les informations en sourdine. Mon téléphone vibrait sans arrêt. D'anciens camarades de classe, des cousins éloignés, des journalistes. Un message disait simplement, « Est-ce vrai que ton vrai père était un autre soldat ?» Je l'ai supprimé immédiatement. Mais l'humiliation a une façon bien à elle de s'installer physiquement dans le corps. Elle change votre façon d'entrer dans une pièce, la durée pendant laquelle vous soutenez le regard. Même au travail, j'ai commencé à remarquer de subtils changements dans le comportement des gens. Les questions s'éternisaient. Les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans les ascenseurs. Personne ne m'accusait directement de mentir sur mon service, mais la suspicion se déplace silencieusement avant de parler à voix haute. Et parce qu'une grande partie de mon dossier restait classifiée, je ne pouvais pas me défendre pleinement. C'était la cruelle brillance de ce que mon père avait fait. Il en savait juste assez sur la confidentialité militaire pour en faire une arme. 3 jours plus tard, je suis retourné en Normandie pour rencontrer l'avocate recommandée par un vieil ami colonel. Son bureau se trouvait au-dessus d'une quincaillerie sur la rue principale. La plaque en laiton près de la cage d'escalier indiquait « Évelyne Rousseau, avocate au barreau ». À l'intérieur, ça sentait les vieux livres et la tisane à la menthe. Évelyne elle-même semblait avoir la fin de la soixantaine, avec des cheveux argentés soigneusement attachés derrière la tête et des yeux assez perçants pour couper le béton. Elle n'a pas perdu de temps avec la compassion. « Cet homme est dangereux », a-t-elle dit après avoir examiné le dossier. « C'est mon père. »« Non », m'a-t-elle corrigé calmement. « C'est le client de la partie adverse. Apprenez vite la différence. » J'ai failli sourire. Failli. Pendant 2 heures, elle a examiné les documents pendant que je lui expliquais l'histoire familiale pièce par pièce. De temps en temps, elle faisait une pause pour souligner quelque chose ou gribouiller des notes dans les marges. Finalement, elle s'est adossée à sa chaise. L'histoire de votre père comporte des failles. Quel genre de failles? Le genre qui met les juges en colère. Elle a fait glisser un document vers moi. Une photocopie de mon acte de naissance. Il a déposé une requête contestant son authenticité, a-t-elle expliqué. Mais les registres de la mairie montrent que quelqu'un a déjà essayé d'accéder aux fichiers annexes et de les modifier il y a 6 mois.
Je l'ai dévisagé. Modifié? Votre père ne fait pas que son deuil, il se prépare. Une lourdeur glaciale s'est installée dans mon estomac. Evelyne a retiré ses lunettes lentement. Parlez-moi de votre dossier militaire. Il n'y a pas grand-chose dont je puisse parler. Je sais. Sa voix s'est légèrement adoucie. Mais si cela atteint le niveau des affaires d'État, les surprises peuvent détruire des dossiers. J'ai hésité. Pendant des années, le secret était devenu un instinct. Certaines missions restaient classifiées. Même maintenant, des pans entiers de mon dossier de service existaient derrière des murs que les civils ordinaires ne verraient jamais. J'ai servi à l'étranger, ai-je dit prudemment. Cette partie-là, je la connais. Il y a eu des opérations liées à la sécurité diplomatique. Son expression a légèrement changé. Quel genre d'opération? Le genre que personne ne reconnaît publiquement. Le silence s'est étiré entre nous. Par la fenêtre du bureau, je pouvais entendre le klaxon d'un train au loin. Evelyne a croisé les mains. Claire, y a-t-il quoi que ce soit protégé par le secret de l'État qui pourrait affecter votre identité ou la vérification de vos états de service? Immédiatement, un souvenir a refait surface. Une salle de réunion verrouillée. Un colonel faisant glisser une enveloppe scellée sur une table en métal des années auparavant. Si votre dossier militaire est un jour contesté devant un tribunal civil, m'avait-il dit, ceci ne doit passer que par un conseiller juridique. À l'époque, j'avais failli rire. Qui la contesterait? Maintenant, je comprenais. J'ai peut-être quelque chose, ai-je dit doucement. Les yeux d'Evelyne se sont plissés. Peut-être? On m'a ordonné de ne jamais l'ouvrir à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Est-ce que cela serait considéré comme absolument nécessaire? J'ai pensé à mon père se tenant au tribunal pour me traiter d'escroc. À ma mère mourante pendant qu'il m'accusait d'égoïsme, au gros titre, au chuchotement, à l'humiliation. Oui, ai-je répondu. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à un garde-meuble sécurisé près de Nanterre. Le ciel était bas et gris au-dessus de l'autoroute, lourd de la neige qui s'annonçait. Les feux de circulation se reflétaient sur la chaussée mouillée comme des rubans de couleur brisée. Le box de stockage lui-même était petit, avec des murs métalliques, un éclairage au néon, assez froid pour voir mon haleine. Tout au fond se trouvait une vieille cantine militaire couverte de rayures dues au déploiement à l'étranger. Pendant un instant, je l'ai simplement fixé. Tant d'années de ma vie vécue dans le silence. Je l'ai déverrouillé avec précaution. À l'intérieur, il y avait des photos, des citations, de vieux uniformes, et en dessous, un porte-documents noir et plat. Mon pouce est immédiatement accéléré. Le sceau était encore intact. Une cire bleue foncée avec l'insigne du ministère des Armées en relief. Sur le devant, tamponné en rouge, autorisation sur ordre de l'État uniquement. Mes doigts ont plané au-dessus sans le toucher. Soudain, la pièce m'a semblé beaucoup plus petite. Je me suis souvenu de la nuit où je l'ai reçu. L'expression du colonel, l'avertissement dans sa voix. Certains documents protègent des informations, d'autres protègent des personnes. J'ai ramassé l'enveloppe lentement, et, pour la première fois depuis le début du procès, j'ai réalisé que mon père n'avait absolument aucune idée de ce qu'il avait déclenché. Le tribunal judiciaire de Versailles sentait la laine mouillée, le café brûlé et le vieux papier. Le temps qu'Evelyne et moi arrivions pour l'audience préliminaire, des journalistes s'étaient déjà rassemblés devant l'entrée, sous une ligne de nuages d'hiver gris. Les déclencheurs des appareils photo ont cliqueté dès la seconde où je suis sorti de la voiture. Commandant Beaumont, votre dossier militaire est-il falsifié? Votre mère a-t-elle caché l'identité de votre vrai père? Des enquêteurs de l'État sont-ils impliqués? Evelyne a posé une main ferme sur mon coude et m'a guidé vers l'avant sans ralentir. Regardez droit devant vous, a-t-elle murmuré. À l'intérieur, le tribunal bourdonnait d'une excitation discrète. Les scandales des petites villes entraient rarement en collision avec le secret militaire, et les gens sentaient que quelque chose de laid se préparait. J'ai vu des inconnus chuchoter avant même d'atteindre les portes de la salle d'audience. Puis j'ai vu mon père. Thomas Beaumont se tenait près du premier rang dans un costume sombre qui, soudain, semblait trop grand pour lui. L'âge l'avait durci ces dernières années.
Ses épaules semblaient plus étroites maintenant, mais ses yeux portaient toujours la même certitude glaciale dont je me souvenais dans mon enfance. Julien se tenait à côté de lui, évitant mon regard. Pendant une brève seconde, j'ai failli m'approcher, non pas pour me disputer, mais pour supplier. Une part blessée de moi voulait encore que mon père ait l'air honteux, qu'il me prenne à part et admette qu'il était allé trop loin, qu'il dise à tout le monde que c'était une erreur née du chagrin. Au lieu de cela, il m'a regardé comme on regarde ses ennemis avant la bataille, comme quelqu'un qui se prépare à gagner. « Vous êtes prête ?» m'a demandé doucement Evelyne. « Non. »« C'est honnête » a-t-elle répondu. « Tant mieux. Les gens honnêtes survivent mieux au contre-interrogatoire. » Nous sommes entrés dans la salle. L'audience a commencé par des arguments de procédure, mais sous chaque expression juridique se cachait quelque chose de profondément personnel et empoisonné. L'avocat de la partie adverse m'a dépeinte avec soin, couche par couche, comme quelqu'un de méconnaissable. Une fille manipulatrice, une femme qui avait abandonné sa famille, un officier militaire avec un dossier curieusement incomplet. À un moment donné, l'avocat, un homme distingué nommé Richard Vasseur, a brandi des copies de mes états de service. « Monsieur le juge », a-t-il dit d'un ton suave. Des parties importantes des prétendus exploits militaires du commandant Beaumont ne peuvent être vérifiées de manière indépendante. Prétendu. Le mot a résonné dans la pièce. J'ai senti la chaleur monter lentement le long de mon cou. Evelyne est restée calme à mes côtés, prenant occasionnellement des notes pendant que Vasseur continuait. Nous demandons simplement si l'accusé a exagéré ou falsifié des éléments de son identité à des fins de gains financiers. Gains financiers. Comme si 20 ans de service militaire avaient été une escroquerie à l'héritage élaboré. Le juge, Henri Lemaire, écoutait attentivement sans montrer beaucoup d'émotion. Il était plus âgé, probablement à la fin de la soixantaine, avec le genre de visage qui semblait taillé dans la pierre. La seule chose douce chez lui, c'était ses yeux, et même semblait fatigué. Lors de la suspension d'audience pour le déjeuner, je me suis échappé dans le couloir près des distributeurs, ayant besoin d'un air qui ne semblait pas empoisonné par les accusations. C'est là que mon père m'a trouvé. « Tu devrais trouver un accord », a-t-il dit. Je me suis tourné lentement. « Pardon ?» Il parlait doucement, presque avec désinvolture, comme s'il discutait de la pluie et du beau temps au lieu de détruire ma vie. « Laisse la maison à Julien. » Par les mains propres. Je l'ai dévisagé, incrédule. « Tu fais tout ça pour de l'argent. Pour la famille. Tu as accusé maman de t'avoir trompé. » Sa mâchoire s'est crispée. Cette femme a monté cette famille contre moi pendant des années. La façon dont il a dit cette femme au lieu de ta mère a fini par briser quelque chose en moi. Elle t'aimait, ai-je chuchoté. Non, a-t-il rétorqué. Elle avait pitié de moi. L'espace d'un instant, je l'ai vue. Pas de la colère, de l'humiliation. Le genre profond et pourri que portent les hommes quand ils passent leur vie à craindre de n'avoir jamais été respectés en premier lieu. Mon père s'est penché vers moi. « Tu crois que ces médailles t'ont rendue importante ?» a-t-il demandé doucement. « Tu n'es toujours qu'une petite fille qui a fui. » J'aurais dû répondre. Au lieu de cela, j'ai remarqué que ses mains tremblaient. Pas à cause de l'âge, mais du désespoir. Et soudain, j'ai compris quelque chose de terrifiant. Ce procès n'était pas seulement une question d'avidité. C'était une question de punition. Il avait besoin de me détruire parce que mon existence lui rappelait tout ce qu'il n'avait pas réussi à devenir. De retour dans la salle d'audience, Evelyne a commencé à démonter méthodiquement les éléments de l'accusation. Elle a présenté des relevés bancaires montrant les dettes de Julien, des documents de prêt prouvant que ma mère avait payé elle-même la majeure partie de la maison familiale. Des preuves que mon père avait tenté d'accéder à des dossiers d'état civil restreints des mois avant de déposer plainte. L'expression du juge s'est assombrie progressivement. Puis Vasseur a commis une erreur. Nous avons l'intention d'appeler des témoins qui pourront certifier que l'accusé exagérait fréquemment des accomplissements militaires impossibles à vérifier. Evelyne s'est levée immédiatement. Impossible pour qui ? Vasseur a hésité. Elle s'est avancée lentement vers la table des pièces à conviction. Monsieur le juge,
la partie adverse continue d'insinuer que l'absence de documents publics équivaut à une absence de service. Parce qu'il n'y a pas de dossier complet disponible, a répondu Vasseur sèchement. Evelyne s'est tournée complètement vers lui. Parce que certains dossiers sont protégés. Le silence s'est fait dans la salle. Vasseur a ricané légèrement. Protégé d'un tribunal civil ? Evelyne n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, elle m'a regardé. Ce regard disait une chose clairement, maintenant. Mon cœur a commencé à battre à tout rompre. Lentement, j'ai glissé la main dans ma mallette et j'ai sorti le porte-document noir scellé. Dès l'instant où il a touché la table, l'expression d'Evelyne a changé. Même elle ne s'attendait pas à ce qu'il ait l'air si officiel. Plusieurs personnes se sont penchées en avant dans le public. Vasseur a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est exactement ? Evelyne l'a ignoré. Monsieur le juge, a-t-elle dit avec précaution. La défense demande l'autorisation de soumettre des documents sous scellé de l'État concernant le dossier de service protégé du commandant Claire Beaumont. Mon père a ri sous cap. Oh, ça devrait être intéressant. Le juge a tendu la main. Evelyne a apporté l'enveloppe elle-même. Quand le juge Lemaire a vu le sceau du ministère des Armées, sa posture a changé immédiatement. Pas de manière spectaculaire, mais suffisamment. Suffisamment pour que chaque personne dans la salle d'audience le ressente. Il a inspecté le tampon d'autorisation rouge pendant plusieurs longues secondes avant de briser soigneusement le sceau. Le papier a crépité doucement. Le tribunal était devenu si silencieux que je pouvais entendre quelqu'un tousser dans le couloir à l'extérieur. Le juge a lu la première page, puis la deuxième. Son visage a complètement changé. Pas de la confusion, de la reconnaissance. Il a lentement retiré ses lunettes et a relu un paragraphe. Mon père s'est agité, impatient. Monsieur le juge ? Pas de réponse. Le juge Lemaire continuait de lire. Vasseur s'est finalement levé. Monsieur le juge, s'il y a un problème d'admissibilité. Asseyez-vous. Les mots sont sortis plus tranchants que quiconque ne s'y attendait. Même Evelyne a cligné des yeux. Le juge m'a alors regardé directement. Il m'a vraiment regardé pour la première fois depuis le début de la procédure, et soudain, il y avait quelque chose dans son expression qui ressemblait à du respect. Mon père a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur le juge ? Le maire a plié soigneusement les documents. Puis il a posé ses deux mains à plat sur le bureau. Monsieur Beaumont, a-t-il dit calmement. Vous ne parlerez plus à moins d'y être invité. La salle s'est figée. Mon père a carrément ri une fois, incrédule. Pardon ? Le juge a regardé l'huissier. Puis, d'une voix qui a porté dans tous les coins de la salle d'audience, il a dit, que tout le monde se lève, immédiatement. Les chaises ont raclé le sol. Des murmures confus se sont répandus partout. À côté de moi, Evelyne a expiré lentement sans parler. De l'autre côté de l'allée, le visage de mon père était devenu complètement pâle. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai réalisé que la vérité entrait enfin dans la pièce. Personne n'a bougé au début. Pas complètement. Les gens hésitaient à moitié hors de leur chaise, échangeant des regards confus, tandis que la salle s'emplissait du grincement sec du bois contre le carrelage. Même les journalistes semblaient ne pas savoir s'ils assistaient à une procédure légale ou au début de quelque chose de bien plus grand. Le juge Lemaire est resté debout derrière son pupitre, une main posée sur les documents scellés de l'armée. Huissier, a-t-il dit calmement, fermez les portes de la salle d'audience. Les lourdes portes se sont refermées avec un sourd bruit métallique. Mon père a regardé autour de lui, nerveux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le juge l'a ignoré. Puis il m'a regardé directement. Commandant Claire Beaumont, a-t-il dit avec déférence. Veuillez rester debout. Quelque chose a basculé dans la pièce au moment où il a utilisé mon grade sans hésitation. Pas prétendu, pas revendiqué, mais reconnu. Ma gorge s'est serrée de façon inattendue. Le juge Lemaire s'est éclairci la voix. Les documents officiels soumis à ce tribunal confirment que des parties du dossier de service du commandant Beaumont sont protégées par la classification secret défense, autorisée par le ministère des Armées.
Des murmures ont explosé instantanément dans le public. Quoi? Classifié? Oh mon Dieu! Le juge a levé une main et le silence est lentement revenu. Ces dossiers établissent en outre que le commandant Beaumont a servi dans de multiples opérations autorisées liées à la récupération diplomatique et à la coordination de défense à l'étranger. Vasseur s'est levé brusquement. Monsieur le juge, je m'oppose à, vous vous opposez, l'a interrompu sèchement le maire. Le vieux juge a de nouveau retiré ses lunettes, et cette fois, il y avait de la colère dans ses yeux. Vous avez traîné une officière militaire décorée devant un tribunal civil et l'avez publiquement accusée de fraude sans comprendre la nature des lois de protection de l'État. Le visage de Vasseur s'est vidé de son sang. Mon père avait l'air complètement perdu maintenant. Quelle officière décorée, elle faisait un travail de bureau à l'étranger. Le juge le maire s'est tourné lentement vers lui. Monsieur Beaumont, a-t-il dit, votre fille a reçu des citations que ce tribunal n'a même pas l'habilitation nécessaire pour examiner en détail. Le silence qui a suivi a semblé énorme. Je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque. Mon père m'a fixé comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant, et c'était peut-être le cas. Le juge a continué à lire les parties jugées admissibles pour une divulgation civile. La plupart des détails restaient vagues, mais l'impact n'avait pas besoin de précision. Soutien à l'extraction diplomatique. Coordination de la récupération du personnel. Distinction opérationnelle directe. Citation de l'État sous autorisation scellée. Chaque phrase tombait plus lourdement que la précédente. Julien avait l'air physiquement malade. Pendant ce temps, je restais parfaitement immobile, car des années de conditionnement militaire m'avaient entraîné à contrôler mes émotions en public. Mais à l'intérieur, les souvenirs remontaient, rapides et violents. Une tempête de sable avalant des routes entières au Mali. L'odeur métallique du sang dans un avion de transport. Un employé d'ambassade terrifié agrippant mon bras alors que des coups de feu résonnaient à 3 rues de là. Les visages de soldats qui ne sont jamais rentrés chez eux. Toutes ces choses que j'avais portées en silence pendant que mon père disait aux gens que je n'étais pas assez forte. Le juge le maire a finalement baissé les feuilles. Ce tribunal reconnaît le service du commandant Beaumont comme légitime, vérifié et protégé par l'État. Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Non pas parce que des inconnus me croyaient maintenant, mais parce que mon père les entendait publiquement, irréfutablement. Pour la première fois de ma vie, un autre homme ayant de l'autorité le forçait à affronter la réalité. Et il détestait ça. C'est ridicule, a lâché soudainement mon père. Je me fiche des médailles qu'elle a eues, elle n'est toujours pas ma fille. Evelyne s'est levée aussitôt. En fait, monsieur le juge, nous sommes prêts à aborder ce mensonge dès maintenant. Elle s'est approchée de la barre avec un autre dossier. Plus épais, plus ancien. Ces documents ont été récupérés par le biais d'une assignation des archives départementales, a-t-elle expliqué. Il s'agit d'une démarche légale effectuée par monsieur Thomas Beaumont il y a 22 ans. Le corps entier de mon père s'est raidi. Je l'ai remarqué immédiatement. Evelyne a ouvert le dossier avec précaution. En 2004, monsieur Beaumont a déposé en privé des documents tentant de renoncer à une partie de sa responsabilité financière parentale au cours d'une période d'endettement personnel important. Le tribunal a de nouveau murmuré. Julien a chuchoté, « Papa, tais-toi. » Mon père a sifflé de colère. Le juge le maire a examiné les papiers lentement. Puis son expression s'est assombrie. Ces registres identifient explicitement Claire Beaumont comme votre enfant biologique. La bouche de mon père s'est légèrement ouverte. Aucun mot n'est sorti. Evelyne a continué avec un calme chirurgical. Le plaignant a sciemment soumis de fausses allégations de contestation de paternité pour poursuivre une saisie de succession et l'acquisition de biens. Le juge avait l'air furieux maintenant. Monsieur Beaumont, a-t-il dit calmement, avez-vous sciemment fourni un faux témoignage à ce tribunal? La confiance de mon père s'est finalement fissurée. Vous ne comprenez pas, a-t-il bafouillé, sa mère? Non, l'a interrompu sèchement le juge. C'est vous qui ne comprenez pas la gravité de ce que vous avez fait. Pendant un instant, personne n'a respiré. Puis les portes de la salle d'audience se sont rouvertes. 2 hommes sont entrés,
vêtus de costumes sombres. Pas de badges affichés ouvertement. Aucune expression non plus, mais tout mon instinct militaire les a reconnus immédiatement. Les services de renseignement. L'un d'eux s'est approché du juge et a remis des documents à l'huissier. Le second a brièvement balayé la pièce du regard avant de poser les yeux sur moi. Un minuscule signe de tête. Professionnel, respectueux. Mon père avait l'air terrifié maintenant. C'est quoi ce bordel, a-t-il exigé de savoir. Le juge Lemaire a examiné attentivement les nouveaux documents avant de parler. En raison de la nature classifiée des preuves indûment contestées lors de cette procédure, a-t-il dit, une enquête de l'État a été demandée concernant des violations potentielles liées à des dépôts de faux documents et à des tentatives d'accès non autorisés à des registres protégés. Mon père s'est tourné vers Vasseur, paniqué. Vous aviez dit que ce n'était qu'un tribunal des affaires familiales. Vasseur avait l'air sur le point de s'évanouir, car soudain, il ne s'agissait plus d'héritage. Il s'agissait d'une infraction d'État. Julien s'est levé à moitié de son siège. Papa, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. Mais sa voix semblait frêle maintenant, effrayée. Vieille. Je l'ai regardée s'effondrer en temps réel. Et le plus étrange, c'est que je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais fatiguée. Si incroyablement fatiguée. Des années à essayer de mériter l'amour d'un homme incapable d'en donner avaient épuisé quelque chose de profond en moi, bien avant que ce tribunal n'existe. Le juge Lemaire s'est finalement tourné vers moi. Commandant Beaumont, a-t-il dit plus doucement. Ce tribunal vous doit des excuses. J'ai dégluti difficilement. Vous ne me devez rien, monsieur le juge. Si, a-t-il répondu calmement. Je crois que si. La sincérité de sa voix a failli me briser. Parce que le respect de la part d'inconnus ne devrait jamais sembler plus apaisant que l'amour de sa famille. Mais parfois, c'est le cas. Mon père a soudainement pointé le doigt vers moi de nouveau, bien que maintenant, sa main tremblait visiblement. Elle a monté tout le monde contre moi, a-t-il dit faiblement. Éléonore la choisissait toujours, elle, plutôt que sa propre famille. Je me suis levée lentement avant qu'Evelyne ne puisse m'arrêter. La salle d'audience s'est de nouveau tue. Pendant des années, j'avais imaginé l'affronter, crier, l'accuser, exiger des réponses pour chaque blessure qu'il avait laissée derrière lui. Mais quand le moment est enfin arrivé, je me suis retrouvée étrangement calme. Tu sais ce qui est le plus triste, ai-je dit doucement. Mon père m'a fixé. Tu crois encore qu'il s'agit de gagner? Ses yeux ont sillé. Tu as passé toute ta vie à essayer de me rabaisser pour te sentir fort. Ma voix est restée stable. Et même maintenant, après tout ça, tu n'arrives toujours pas à admettre la vérité. Tu n'as pas perdu ta fille aujourd'hui. Les mots sont tombés en douceur. Mais ils ont coupé plus profondément que des cris n'auraient jamais pu le faire. Tu l'as perdue il y a des années. Mon père m'a regardé comme s'il avait été frappé. Et pour la première fois de toute ma vie, il n'avait absolument plus rien à dire. Le tribunal a levé la séance juste après 16 heures. À ce moment-là, les journalistes à l'extérieur s'étaient multipliés. Les camionnettes des chaînes d'information bordaient la rue sous une pluie glaciale, tandis que le personnel du palais de justice se précipitait par les entrées latérales pour éviter les caméras. Quelqu'un avait déjà divulgué suffisamment de détails pour que les gros titres se répandent sur Internet. Une officière décorée blanchie après un revirement de situation choquant au tribunal. Des documents de l'État démantèlent des allégations de fraude. J'aurais dû me sentir soulagée. Au lieu de cela, je me sentais vide. Evelyne et moi sommes sortis par un couloir privé aménagé par la sécurité du tribunal. Les néons bourdonnaient doucement au-dessus de nos têtes alors que nous marchions en silence. Finalement, elle s'est arrêtée près de l'ascenseur. Vous vous en êtes bien sorti là-dedans. J'ai poussé un rire fatigué. J'ai eu l'impression que j'allais m'évanouir. Ça s'appelle être humaine. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Avant d'y entrer, je l'ai regardé attentivement. Pourquoi avez-vous pris mon affaire? Evelyne a souri faiblement. Mon mari a servi au Liban, a-t-elle dit. Il a passé 40 ans à faire semblant que certains souvenirs ne le faisaient pas souffrir.
Ses yeux se sont adoucis. Je reconnais les gens d'honneur quand je les rencontre. Les portes se sont fermées entre nous avant que je puisse répondre. Dehors, le froid m'a frappé assez fort pour me brûler les poumons. La pluie se mêlait au grésil sous le ciel assombri de la région parisienne, tandis que des agents m'escortaient discrètement vers mon véhicule. L'un d'eux, grand, les cheveux grisonnants, probablement un ancien militaire lui-même, a fait une pause avant que je ne monte dans la voiture. « Vous vous êtes comporté avec grand professionnalisme, commandant. » « Merci. » Il a hésité brièvement. « Pour ce que ça vaut, » a-t-il ajouté, « des gens savent ce que vous avez fait à l'étranger, même s'ils ne peuvent pas le dire publiquement. » Puis il s'est éloigné. Je suis restée assise dans la voiture pendant plusieurs minutes, regardant à travers le pare-brise la pluie brouiller les lumières du tribunal en de douces traînées dorées. Toutes ces années à protéger des secrets, à rater les fêtes, à enterrer le chagrin, à voir des amis recouverts du drapeau tricolore. Et d'une certaine façon, la chose qui a failli me détruire n'était pas la guerre. C'était la famille. 3 semaines plus tard, le juge a officiellement rejeté toutes les demandes déposées par mon père. Pas partiellement, complètement. Le jugement incluait des termes très durs concernant les faux témoignages et la tromperie intentionnelle. Les enquêteurs de l'État ont continué à examiner les demandes de dossiers falsifiés liés à l'affaire, bien qu'Evelyne m'ait prévenu que ces conclusions pourraient rester confidentielles. Julien a disparu presque immédiatement après la fin des audiences. Les rumeurs disaient qu'il avait fui sur la Côte d'Azur pour échapper aux agents de recouvrement. Mon père est resté seul à Saint-Cénery. Les habitants du village l'ont traité différemment après le procès. Le respect construit sur des décennies s'est évanoui plus vite que quiconque ne l'aurait imaginé. Il s'avère que les communautés n'admirent les hommes fiers que jusqu'à ce qu'ils détruisent publiquement leurs propres filles, et plus particulièrement des filles qui servent sous les drapeaux. Je suis retournée dans la maison de ma mère au début du printemps. La propriété se trouvait à la sortie du village, où des érables bordaient la route en rangées inégales. Quand j'ai déverrouillé la porte d'entrée pour la première fois depuis l'enterrement, l'odeur m'a frappé instantanément. La lavande, les vieux livres, le marc de café, mon foyer. La poussière flottait dans la lumière dorée de l'après-midi tandis que le silence s'installait doucement autour de moi. Pendant plusieurs minutes, je suis simplement restée là à écouter le calme. Pas d'accusation, pas de tension, pas d'attente que quelqu'un critique ma façon de respirer. J'ai marché lentement de pièce en pièce. Les rideaux de cuisine que ma mère adorait étaient toujours suspendus près de l'évier. Ses lunettes de lecture restaient soigneusement pliées près de la lampe du salon. Une couverture tricotée reposait sur le canapé, exactement là où elle l'avait laissée avant de partir pour l'hôpital. Le deuil est revenu différemment cette fois, plus doux, moins violent, comme le fait de ressentir le manque de quelqu'un au lieu de se noyer en lui. Tard ce soir-là, en triant des cartons dans le grenier, j'ai trouvé un petit coffre en cèdre caché sous de vieux manteaux d'hiver. À l'intérieur, il y avait des photos, des cartes d'anniversaire et plusieurs enveloppes scellées avec mon nom écrit de la main de ma mère. Ma poitrine s'est serrée immédiatement, les mains tremblant légèrement, j'ai ouvert la première lettre. Claire. Si tu lis ceci, c'est que je suis probablement partie, et connaissant ton père, les choses risquent d'être déjà difficiles. J'ai dû arrêter de lire pendant un moment. Dehors, la pluie tapait doucement contre les fenêtres du grenier. J'ai continué lentement. Ton père n'a pas toujours été cruel. Mais en cours de route, la vie a transformé ses déceptions en amertume, et l'amertume est une chose affamée. Elle consume tout ce qui l'entoure. Mais ne prends jamais son incapacité à aimer correctement comme la preuve que tu étais difficile à aimer. Les larmes ont brouillé la page. Je les ai essuyées rapidement et j'ai continué à lire. Il avait peur de ta force parce qu'il a passé toute sa vie à douter de la sienne. Moi, je n'en ai jamais douté. J'ai serré la lettre contre ma poitrine et j'ai pleuré plus fort que je ne l'avais fait pendant le procès, parce qu'après des mois à être traitée de menteuse, d'escroc et d'usurpatrice, les mots de ma mère m'avaient enfin ramenée à moi-même. Cet été-là, j'ai rénové la maison au lieu de la vendre. Pas entièrement. J'ai gardé les parquets grinçants qu'elle aimait, le carrelage bleu de la cuisine, le jardin à l'arrière où elle faisait pousser des tomates chaque printemps. Mais j'ai changé assez de choses pour que cette maison devienne la mienne aussi.
J'ai peint les murs dans des tons plus clairs, j'ai ouvert les fenêtres plus souvent, j'ai laissé la lumière du soleil atteindre des endroits que le chagrin avait assombris pendant des années. Avec une partie de mes économies, j'ai également créé une petite bourse d'études pour les filles de familles de militaires en Normandie, des jeunes femmes qui s'engagent dans l'armée ou dans des programmes de préparation militaire. La première cérémonie de remise des prix a failli m'anéantir émotionnellement. En regardant ces filles se tenir fièrement dans des uniformes impeccables tandis que des parents nerveux applaudissaient depuis des chaises pliantes, j'ai réalisé quelque chose d'important. Les cycles s'arrêtent quand quelqu'un choisit de ne pas les perpétuer. Mon père m'a appris le silence. Ma mère m'a appris l'endurance. Mais je voulais laisser derrière moi quelque chose de meilleur que la simple survie. Puis un soir d'octobre, il est venu à la maison. Je l'ai vu par la fenêtre du devant avant qu'il ne frappe. Plus vieux maintenant, plus petit d'une certaine façon. La posture confiante qu'il avait eue toute mon enfance s'était affaissée ces derniers mois. Il se tenait près des marches du porche, les deux mains enfouies dans les poches de son manteau, tandis que le vent froid balayait les arbres derrière lui. J'ai ouvert la porte mais je suis resté à l'intérieur. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Finalement, il s'est raclé la gorge. Claire. Sa voix semblait fragile. Presque méconnaissable. J'ai entendu parler de la bourse. J'ai attendu en silence. Il a regardé au-delà de moi, à l'intérieur de la maison. Ta mère aurait aimé ça. Ces mots ont fait plus mal que la colère, car pour la première fois, il avait l'air sincère, mais la sincérité arrive parfois trop tard. Je suis venu dire. Il a dégluti difficilement. J'ai fait des erreurs. J'ai étudié son visage attentivement. L'homme qui se tenait sur mon perron n'était plus terrifiant, juste seul. Et c'était encore plus triste. Ma mère m'a donné ce foyer, ai-je dit doucement. Tu m'as donné toutes les raisons d'y survivre. Ses yeux se sont légèrement remplis de larmes. Je crois qu'il voulait être pardonné. Mais le pardon et l'accès à ma vie ne sont pas la même chose. Après un long silence, il a hoché la tête une fois et a reculé d'un pas du porche. Puis il s'est éloigné lentement dans les feuilles mortes. Je ne l'ai jamais revu. Parfois, les gens me demandent si le fait de gagner le procès m'a apporté de la satisfaction. La vérité ? La justice n'est pas la même chose que la paix. Le tribunal m'a rendu mon nom. Mais m'éloigner de mon père, m'éloigner enfin sans avoir besoin de son approbation, c'est ce qui m'a guéri.